Chapitre 35 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 35. L'histoire de Joe, l'île des Biddiomahs, l'adoration, l'île engloutie, les rives du lac, l'arbre au serpent, voyage à pied, souffrance, moustiques et fourmis, la faim, passage du Victoria, disparition du Victoria, désespoir, le marais, un dernier cri. Qu'était devenu Joe pendant les vaines recherches de son maître? Lorsqu'il se fut précipité dans le lac, son premier mouvement à la surface fut de lever les yeux en l'air. Il vit le Victoria déjà fort élevé au-dessus du lac, remonter avec rapidité, diminuer peu à peu, et, pris bientôt par un courant rapide, disparaître vers le nord. Son maître, ses amis étaient sauvés. Il est heureux, se dit-il, que j'ai eu cette pensée de me jeter dans le Tchad. Elle n'eût pas manqué de venir à l'esprit de M. Kennedy, et certes il n'aurait pas hésité à faire comme moi, car il est bien naturel qu'un homme se sacrifie pour en sauver deux autres, c'est mathématique. Rassuré sur ce point, Joe se mit à songer à lui. Il était au milieu d'un lac immense, entouré de peuplades inconnues, et probablement féroces. Raison de plus pour se tirer d'affaire en ne comptant que sur lui. Il ne s'effraya donc pas autrement. Avant l'attaque des oiseaux de proie qui, selon lui, s'étaient conduits comme de vrais gypaètes, il avait avisé une île à l'horizon. Il résolut donc de se diriger vers elle, et se mit à déployer toutes ses connaissances dans l'art de la natation, après s'être débarrassé de la partie la plus gênante de ses vêtements. Il ne s'embarrassait guère d'une promenade de 5 ou 6 milles. Aussi, tant qu'il fut en plein lac, il ne songea qu'à nager vigoureusement et directement. Au bout d'une heure et demie, la distance qui le séparait de l'île se trouvait fort diminuée. Mais à mesure qu'il s'approchait de terre, une pensée d'abord fugitive, tenace alors, s'empara de son esprit. Il savait que les rives du lac sont hantées par d'énormes alligators, et il connaissait la voracité de ces animaux. Quelle que fût sa manie de trouver tout naturel en ce monde, le digne garçon se sentait invinciblement ému. Il craignait que la chair blanche ne fût particulièrement du goût des crocodiles, et il ne s'avança donc qu'avec une extrême précaution, l'œil aux aguets. Il n'était plus qu'à une centaine de brasses d'un rivage ombragé d'arbres verts, quand une bouffée d'air chargée de l'odeur pénétrante du musc arriva jusqu'à lui. Bon, se dit-il, voilà ce que je craignais. Le caïman n'est pas loin. Et il plongea rapidement, mais pas assez pour éviter le contact d'un corps énorme dont l'épiderme écailleux l'écorcha au passage. Il se crut perdu et se mit à nager avec une vitesse désespérée. Il revint à la surface de l'eau, respira et disparut de nouveau. Il eut là un quart d'heure d'une indicible angoisse que toute sa philosophie ne put surmonter, et croyait entendre derrière lui le bruit de cette vaste mâchoire prête à le happer. Il filait alors entre deux eaux, le plus doucement possible, quand il se sentit saisir par un bras, puis par le milieu du corps. Pauvre Joe! Il eut une dernière pensée pour son maître, et se prit à lutter avec désespoir en se sentant attiré non vers le fond du lac, ainsi que les crocodiles ont l'habitude de faire pour dévorer leur proie, mais à la surface même. À peine eut-il pu respirer et ouvrir les yeux qu'il se vit entre deux nègres d'un noir d'ébène. Ces Africains le tenaient vigoureusement et poussaient des cris étranges. Tiens, ne put s'empêcher de s'écrier Joe, des nègres au lieu des caïmans? Ma foi, j'aime encore mieux cela. Mais comment ces gaillards-là osent-ils se baigner dans ces parages? Joe ignorait que les habitants des îles du Tchad, comme beaucoup de Noirs, plongent impunément dans les eaux infestées d'alligators, sans se préoccuper de leur présence. Les amphibies de ce lac ont particulièrement une réputation assez méritée de sauriens inoffensifs.
Mais Joe n'avait-il évité un danger que pour tomber dans un autre? C'est ce qu'il donna aux événements à décider. Et puisqu'il ne pouvait faire autrement, il se laissa conduire jusqu'au rivage sans montrer aucune crainte. Évidemment, se disait-il, ces gens-là ont vu le Victoria raser les eaux du lac comme un monstre désert. Ils ont été les témoins éloignés de ma chute et ils ne peuvent manquer d'avoir des égards pour un homme tombé du ciel. Laissons-les faire. Joe en était là de ses réflexions quand il prit terre au milieu d'une foule hurlante de tout sexe, de tout âge, mais non de toute couleur. Il se trouvait au milieu d'une tribu de Biddiomahs, d'un noir superbe. Il n'eut même pas à rougir de la légèreté de son costume, il se trouvait déshabillé à la dernière mode du pays. Mais avant qu'il eût le temps de se rendre compte de sa situation, il ne put se méprendre aux adorations dont il devint l'objet. Cela ne laissa pas de le rassurer, bien que l'histoire de Kazeh lui revint à la mémoire. Je pressens que je vais redevenir un dieu, un fils de la lune quelconque. Eh bien, autant ce métier-là qu'un autre, quand on n'a pas le choix. Ce qu'il importe, c'est de gagner du temps. Si le Victoria vient à repasser, je profiterai de ma nouvelle position pour donner à mes adorateurs le spectacle d'une ascension miraculeuse. Pendant que Joe réfléchissait de la sorte, la foule se resserrait autour de lui. Elle se prosternait, elle hurlait, elle le palpait, elle devenait familière, mais au moins elle eut la pensée de lui offrir un festin magnifique, composé de lait aigre avec du riz pilé dans du miel. Le digne garçon, prenant son parti de toutes choses, fit alors un des meilleurs repas de sa vie, et donna à son peuple une haute idée de la façon dont les dieux dévorent dans les grandes occasions. Lorsque le soir fut arrivé, les sorciers de l'île le prirent respectueusement par la main et le conduisirent à une espèce de case entourée de talismans. Avant d'y pénétrer, Joe jeta un regard assez inquiet sur des monceaux d'ossements qui s'élevaient autour de ce sanctuaire. Il eut d'ailleurs tout le temps de réfléchir à sa position quand il fut enfermé dans sa cabane. Pendant la soirée et une partie de la nuit, il entendit des chants de fête, les retentissements d'une espèce de tambour et un bruit de ferraille bien doux pour des oreilles africaines. Des chœurs hurlés accompagnèrent d'interminables danses qui enlaçaient la cabane sacrée de leurs contorsions et de leurs grimaces. Joe pouvait saisir cet ensemble assourdissant à travers les murailles de boue et de roseaux de la case. Peut-être, en toute autre circonstance, eût-il pris un plaisir assez vif à ces étranges cérémonies. Mais son esprit fut bientôt tourmenté d'une idée fort déplaisante. Tout en prenant les choses de leur bon côté, il trouvait stupide et même triste d'être perdu dans cette contrée sauvage, au milieu de pareilles peuplades. Peu de voyageurs avaient revu leur patrie, de ceux qui osèrent s'aventurer jusqu'à ces contrées. D'ailleurs, pouvait-il se fier aux adorations dont il se voyait l'objet? Il avait de bonnes raisons de croire à la vanité des grandeurs humaines. Il se demanda si, dans ce pays, l'adoration n'allait pas jusqu'à manger l'adoré. Malgré cette fâcheuse perspective, après quelques heures de réflexion, la fatigue l'emporta sur les idées noires, et Joe tomba dans un sommeil assez profond qui se fut prolongé sans doute jusqu'au lever du jour, si une humidité inattendue n'eût réveillé le dormeur. Bientôt, cette humidité se fit eau, et cette eau monta, si bien que Joe en eut jusqu'à mi-corps. Qu'est-ce là? dit-il. Une inondation? Une trombe? Un nouveau supplice de ces nègres? Ma foi, je n'attendrai pas d'en avoir jusqu'au cou. Et ce disant, il enfonça la muraille d'un coup d'épaule et se trouva où? En plein lac. D'île, il n'y en avait plus, submergé pendant la nuit. À sa place, l'immensité du Tchad. Triste pays pour les propriétaires, se dit Joe, et il reprit avec vigueur l'exercice de ses facultés natatoires. Un de ces phénomènes assez fréquents sur le lac Tchad avait délivré le brave garçon. Plus d'une île a disparu ainsi, qui paraissait avoir la solidité du roc, et souvent les populations riveraines durent recueillir les malheureux échappés à ces terribles catastrophes. Joe ignorait cette particularité, mais il ne se fit pas faute d'en profiter. Il avisa une barque errante et l'accosta rapidement. C'était une sorte de tronc d'arbre grossièrement creusé. Une paire de pagaies s'y trouvait heureusement, et Joe, profitant d'un courant assez rapide, se laissa dériver.